juste avant, j'ai vu que vous avez été relaxé aujourd'hui. Ah, c'est une bonne journée, oui. On peut applaudir les juges. Ah, on peut applaudir les juges, la cour d'appel, et on peut applaudir mon avocat, Olivier Pardou, qui a été remarquable. Et vraiment... Vous étiez accusé de quoi? J'ai été relaxé, c'était pour mon discours... La Convention de la droite. Voilà, mon discours à la Convention de la droite, il y a maintenant 2 ans. On avait demandé la suppression de vos droits civiques. Non, mais c'est ça qui est le point le plus important. Le procureur et les parties civiles, parce que je suis toujours assailli par des parties civiles innombrables, toutes les associations qui veulent gagner un peu de sous sur mon dos et qui veulent me faire taire. Là, cette fois-ci, c'est même pas de l'argent. Ils ont demandé la suppression de mes droits civiques, simplement pour des délits d'opinion. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut supprimer les lois qui permettent ce genre d'activité en justice, la loi Pleven et les autres. Mais on en reparlera. Vous avez été relaxé. C'était voilà, la petite exactement. parenthèse du soir. Exactement. Débat autour d'une statue de Napoléon à Rouen. Retrait d'une statue de Christophe Colomb au Mexique. Ou encore destruction, je disais tout à l'heure, de livres jugés néfastes au Canada. On a l'impression, Éric Zemmour, messieurs, que le monde entier est touché par la culture de l'annulation, la cancel culture. Comment expliquer l'ampleur de ce phénomène? Comment définir même ce phénomène? Alors, d'abord, je vous reprends, si vous me permettez, ce n'est pas le monde entier. C'est l'Occident. C'est pas le monde entier. Ça se passe pas en Russie, ça se passe pas en Chine, ça se passe pas au Japon, ça se passe pas en Arabie Saoudite. Non, ça se passe en Occident. C'est un Occident décadent qui, si vous voulez, subit une offensive inédite. Une offensive que je qualifierais de totalitaire. Moi, dans ma jeunesse, on nous avait tous appris, le fameux livre Fahrenheit 451, quand on brûle des livres, ça veut dire que c'est le nazisme et que c'est les régimes totalitaires. C'est exactement ce qu'ils font. Au Canada, maintenant, on brûle des livres parce qu'ils ne sont pas conformes à la nouvelle idéologie diversitaire, comme dit mon ami Mathieu Boccoté. 5000 livres. Comment ? 5000 livres accusés oui. de véhiculer des stéréotypes, Tintin, voilà. Astérix, voilà. sur les indigènes, voilà. sur les Amérindiens. On est exactement, vous savez, le dernier à avoir brûlé des livres, c'est, je crois, le régime hitlérien dans les années 30. Parce que c'était décadent, parce que c'était des juifs, parce que c'était... Et là, on refait la même chose. Et je fais exprès de faire cette comparaison. Je sais que ça va choquer tous ces gens qui se croient, en plus, bienveillants et dans le camp du bien. Mais ils reprennent des pratiques totalitaires. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous me dites, qu'est-ce que la cancel culture? Traduisons, si je ne dis pas de bêtises, Dimitri, la culture de l'effacement. On veut effacer. Qu'est-ce qu'on veut effacer? On veut effacer la culture occidentale. On veut effacer toutes les grandes figures de notre passé. C'est qui on? Pardon, je vous interromps. Très bien, très bonne question. Ce sont des minorités que je décris toujours, que je dénonce toujours. Les minorités féministes, les minorités LGBT, les minorités racisées, comme on dit aujourd'hui. Voilà, ce sont des minorités qui estiment que la grandeur de l'Occident, toute sa culture, est le produit de la persécution des femmes et des gens de l'Afrique, des Africains, noirs, maghrébins, musulmans, etc. Voilà. On a là, ces gens professent une idéologie qui dit « si vous avez eu Mozart, c'est parce que vous avez écrasé les femmes et les peuples colonisés. Si on ne connaît que Mozart, c'est parce qu'en fait, il y a eu des femmes et il y a eu des noirs et il y a eu des musulmans bien plus brillants que Mozart, mais que vous les avez étouffés et que vous les avez fait passer à la moulinette de l'histoire qui a occulté tout cela. C'est ça, la folie de la cancel culture. C'est ça, cette idéologie. Je peux vous embêter? Je vous en prie. Et si on prenait les choses dans l'autre sens? Oui. Est-ce qu'on pourrait peut-être comprendre, en quittant peut-être l'idéologie, et je sais que vous n'avez certainement pas envie de quitter l'idéologie, mais se dire par exemple que, je vois par exemple les Canadiens, ils se disent qu'on présente les clichés du peuple amérindien comme pas fiable, paresseux, ivrogne, stupide, ça nous choque, donc on veut justement faire un auto-da-fé de ces livres. Est-ce que simplement on ne peut pas se dire je suis choqué par ces livres? Mais et alors? Moi, vous savez, je lis beaucoup de livres, il y a des livres qui me choquent. Il y a des idées qui m'énervent. Mais je lis. Je lis parce que ça me nourrit.
Si vous voulez, je veux savoir sur la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que je vais lire? Vous croyez que je vais lire que des gens qui ont été bien et qui ont eu raison? Non. Je lis les gens qui ont été résistants, je lis les livres sur Jean Moulin, et puis je lis aussi Rebattet, Collabo, antisémite, grand écrivain par ailleurs. Mais ça m'intéresse, vous comprenez ce que je veux dire? Je suis choqué. En plus, moi, ça me concerne. Vous voyez? Mais je lis. Je lis Céline. Je lis même les pamphlets antisémites de Céline. C'est un écrivain génial. Il faut comprendre. Vous comprenez, pour comprendre l'âme humaine. Il ne faut pas lire que les choses qui sont gentilles et qui sont là à ne pas nous choquer. Il faut être choqué. Sinon, Flaubert avec Madame Bovary, il choque son époque. Baudelaire, on en a parlé, Marc nous en a parlé, il choque son époque avec les Fleurs du Mal. Alors on est revenu à cette époque-là. C'est-à-dire que ce qui nous choque, on le censure. Ben moi, excusez-moi, non, je veux pouvoir tout lire, je veux pouvoir être choqué. On est choqué, c'est très bien, ça forme le caractère. On peut argumenter. Je ne comprends même pas vous comprenez ce que je veux dire? Je ne comprends même pas. Moi, il y a des tas de choses. Je sais exactement d'où je viens, je sais exactement qui je suis, ce que j'aime, le pays que j'aime, etc. Il y a des tas de choses qui me choquent. Je lis toute une littérature anti-française. Je lis toute une littérature anti-napoléonienne. Vous comprenez? Quand je lis sur le général de Gaulle, je vais lire des choses à sa gloire et des choses les plus dures contre lui. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je ne comprends même pas ces gens. Pour moi, je vais vous dire, c'est la défaite de l'intelligence. Voilà. C'est des gens qui ne sont pas au niveau et qui donc veulent abattre les gens qui leur sont supérieurs. Parce que ce sont des gens qui leur sont supérieurs. Vous comprenez? Quand on abat une statue de Napoléon, c'est des nains qui s'en prennent à un géant. Pareil pour Christophe Colomb. Alors on peut me dire qu'il y a eu des massacres, on peut me dire, je n'en disconviens pas, vous comprenez? Ils veulent enlever la statue de Christophe Colomb pour mettre la statue d'une indigène à la place. Bah oui. Mais parce que là, on en vient à la deuxième partie du raisonnement. C'est-à-dire, moi, vous savez, quand j'avais publié mon livre Suicide français, j'avais une analyse des 40 dernières années. J'avais dit, il y a un triptyque. Il y a dérision, déconstruction et destruction. Et on m'avait dit, il est pessimiste, il est décliniste. Eh ben non. On a eu la dérision, c'est les années 70, 80, le vieil esprit canal, vous voyez, Charlie Hebdo et compagnie. Après, on a eu la déconstruction, toutes les théories du genre, etc., ce que je viens de vous dire. Et bien maintenant, on a la destruction. Il faut détruire cette société de l'homme blanc patriarcal. Il faut abattre Mozart, il faut abattre Beethoven, il faut abattre Voltaire, il faut abattre Chateaubriand, puisque ce sont des hommes blancs hétérosexuels. Il faut les tuer symboliquement, parce qu'il faut les remplacer. Il y a une concordance. Vous savez, Danton disait on ne remplace que ce qu'on détruit. Donc il faut détruire symboliquement pour les remplacer. Il y a une conjonction entre le changement de population, le remplacement de population, et le remplacement culturel et symbolique. C'est lié tout ça, vous comprenez? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas innocent, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Il y a eu une évolution des 40 dernières années. On s'est d'abord moqué, puis on a déconstruit, et puis maintenant on passe à la troisième étape, destruction. J'aimerais savoir justement s'il y a déjà eu ce phénomène au cours du passé. Il y a toujours eu ça. Les églises se sont construites sur les temples païens. Dans les fêtes chrétiennes, c'est exactement les mêmes dates que dans le calendrier que les fêtes païennes. Quand il y a eu les guerres de religion, les protestants ont saccagé les églises. On détruit tous les ornements des églises. La Révolution française, qu'est-ce qu'on a fait? On a saccagé les églises. On a exhumé tous les tombeaux des rois à Saint-Denis et on a sorti les corps de Henri IV, de Louis XIV et on les a détruits. Ça a toujours été comme ça. Et ça a toujours été comme ça. On parlait de la Commune tout à l'heure. Ils ont abattu la statue de Napoléon au-dessus de la place Vendôme. Les Bouddhas de Bamiyan. C'est ce que j'allais dire. Pas seulement chez nous. Dans tout l'islam est le spécialiste de ça. Il détruit toute civilisation pré-islamique. Vous voyez? Donc évidemment, ça a toujours été comme ça, Christine. Et c'est pour ça, c'est là qu'on voit qu'on vit un moment révolutionnaire. C'est parce que justement, ils agissent pour détruire notre civilisation. C'est là qu'on le voit. Vous savez, ça vous a posé la bonne question. C'est parce que justement, ça s'est toujours fait comme ça.
À Rouen, le maire de la ville souhaiterait installer à la place de Napoléon une statue de l'avocate féministe Gisèle Halimi, que certains féministes d'ailleurs désiraient panthéoniser. Qu'est-ce que vous avez pensé du choix d'Emmanuel Macron qui a déclaré cet été vouloir faire entrer Joséphine Baker au Panthéon? Bon, ça m'amuse. J'ai connu Gisèle Halimi et j'avais beaucoup de sympathie pour elle. Ça étonnera beaucoup plus d'un. On s'entendait très bien. J'ai beaucoup ferraillé avec elle il y a une quinzaine d'années quand j'avais sorti mon livre Le Premier Sexe et j'avais beaucoup de sympathie pour cette femme. Donc ça, je n'ai aucune antipathie pour elle personnelle. J'étais un désaccord politique. En plus, elle avait soutenu le FLN pendant la guerre d'Algérie. Donc j'avais un double désaccord politique. Mais vous voyez, donc, mais franchement, même elle rirait de se voir mettre à la place de Napoléon. Enfin, je veux dire, c'était une femme qui avait une culture classique. Vous voyez, qui savait ce qu'était Napoléon, qui savait... Enfin, elle aurait eu honte. Bon, maintenant, pour Joséphine Baker, alors là, ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais petit, elle passait à la télévision tout le temps avec sa ribambelle de môme qu'elle avait adoptée. Et elle était très sympathique, chaleureuse. C'était une des grandes vedettes de la télé des années 60. Et on avait oublié qu'elle fut la femme scandale. La fameuse la danse avec sa ribambelle de bananes autour d'elle. On ne peut pas être plus provocateur. Elle a incarné l'après-première guerre mondiale et cette exubérance après la tragédie des tranchées. Mais dans le choix d'Emmanuel Macron, d'abord, j'y vois évidemment une habileté tacticienne, c'est-à-dire une femme noire, enfin, la totale, quoi. En plus, elle était résistante pendant la guerre, donc là, il a trouvé, l'idéal pour faire plaisir à l'époque et pour faire plaisir à... Voilà. Bah oui, la totale, vous avez compris, quoi. Ça, non. Aujourd'hui, c'est ça. Il faut être une jeune femme noire, vous avez tout gagné. C'est la blague, vous vous souvenez, la blague de Roselyne Bachelot sur Ramayad. Quand Ramayad a été nommée ministre, Roselyne Bachelot a dit heureusement qu'elle n'est pas handicapée et lesbienne, sinon elle serait Premier ministre. Donc voilà, c'est ça l'époque. Donc bon, bah très bien. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Joséphine Baker, je vous dis, elle est éminemment sympathique, éminemment valeureuse et c'est vraiment, j'en ai qu'un bon souvenir. Mon enfance n'a gardé qu'un bon souvenir de cette femme. Mais évidemment, je vois trop, si vous voulez, l'habileté tactique pour ne pas sourire doucement dans mon absence de barbe. Je ne suis même pas sûr qu'il a voulu cacher cette habileté tactique. Il a voulu ? Qu'il a voulu cacher justement cette habileté. Non, bien sûr, tout le monde a compris qu'il y avait un souci tactique évident. Ouais. Une réaction. Je suis quand même une grande dame. Mais oui, mais je te dis. Non, mais vous avez raison. J'ai pas du tout C'est-à-dire, voilà, on peut dire, oui, c'est un subtil jeu politique, voilà. Mais cette femme a eu un courage inouï durant la guerre. Elle a pris des risques comme peu de personnes l'ont fait. Elle n'était pas obligée. Elle crie en plus son amour de la France. Absolument. J'ai deux amours. Voilà. Donc je crois que s'il y a une personne qui a sa place au Panthéon, c'est bien elle. Dimitri, est-ce qu'il faut avoir peur de la cancel culture, selon vous ? Bah, écoutez, moi, ça me rappelle ce que disait Pascal, hein, qui veut faire l'ange, fait la bête. Et ce que vient de dire Marc sur Joséphine Baker, j'ai deux amours, mon pays et Paris, ce qui ne effleure même pas les gens qui sont les tenants de cette cancel culture, c'est que pourquoi on ne ferait pas cohabiter la statue de Christophe Colomb avec celle de cet individu ? Je voulais poser justement cette question. Pourquoi tout de suite aller sur le remplacement sans envisager la cohabitation, le rééquilibrage ? Ça vous plairait, ça, Éric Zemmour, moi, je suis d'accord, totalement. Ça ne me dérangerait pas du tout. Ouais. Moi, je suis tout à fait aussi atterré par le sort réservé à ces pauvres Indiens. J'ai lu cet été un livre de Jean Raspail qui expliquait bien comme ça les massacres. Vous voyez, ça m'émeut. Je peux lire après un livre à la gloire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est ça qui est intéressant. Mais vous avez raison, ça a été terrible. Ça a été vraiment, c'est poignant le sort de ces pauvres gens. Alors c'est vrai que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, mais de l'autre... Mais plus maintenant. Aujourd'hui, c'est les vaincus qui veulent écrire l'histoire. Les anciens vaincus qui deviennent les vainqueurs. Le mot de la fin. 5 secondes. Il faut résister à cette culture, à cette cancel culture totalitaire. Comment ? Eh ben, en se battant contre eux et en les affrontant. Merci.